Ah, je l'aime déjà. Maudit que je l'aime ce thème-là. Fred Savard avec vous pour l'épisode 3 de la saison 4 de la balado avec Hélène Faradji. Hey, salut! Ah, vous êtes là 3 semaines, Hélène? Ben oui. Toutes les semaines. Toutes les semaines. Et qu'on aime ça. Et vous êtes devant ma face. Exact. On est encore dans les luxueux studios de la balado, dans le sous-sol de ma maison louée. Alors, voilà, ça roule. Cela dit, on est en campagne de financement. Je vous le répète, je vous le rappelle, qui va quand même assez bien. On est à peu près à 42%. Bon. C'est pas pire. Ouais, c'est bien. Mais moi, on a un gros objectif cette année, 80 000 $. J'aimerais beaucoup l'atteindre. Alors là, il faudrait... puis là, moi, j'ai la liste des donateurs de l'an dernier. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas renouvelé leur participation. Peut-être qu'ils n'ont pas le temps, peut-être qu'ils ont oublié, peut-être qu'il faut que je leur envoie une infolettre. Oui, un petit message personnalisé. Oui, c'est juste que j'ai pas le temps. Je suis tellement occupé, là. Mais vous avez le temps pour vos auditeurs et vos auditrices, oui, Fred. mais j'ai un tout petit bébé. Oui. De 6 mois, qui ne fait pas beaucoup de siestes. On salue Miville, d'ailleurs, qui ne nous écoute pas. Donc, je rappelle que tous les détails de la campagne sont sur lefredsavard.com. Vous pouvez donner soit mensuellement, soit un don unique. Vous pouvez le faire via les plateformes Stripe, qui sont des plateformes sécurisées avec ceux qui veulent donner avec leur carte de crédit, entre autres. Mais si vous voulez faire un don mensuel, prélevé aussi sur votre carte de crédit, ou si vous avez déjà un compte PayPal, ben, la balado a aussi un compte PayPal. Alors, il n'y a aucune raison de ne pas participer. De toute façon, je vais vous achaler dans les prochains épisodes. Je vais aller cogner chez vous. Je vais faire toutes sortes de choses pour m'assurer d'avoir votre support, parce que je sais que vous voulez supporter ce projet-là, parce qu'on veut pas de publicité. Non. Ça, c'est très important. Pas de publicité, pas de subvention. On n'en cherche même pas. Cela dit, il n'y en a pas beaucoup pour la balado, mais il y en a un petit peu. Mais moi, j'aimerais ça que ce projet-là soit supporté uniquement par la communauté, et comme on le fait pour les 3 premières saisons. Bon, terminé pour la campagne de financement. Là, aujourd'hui, on a est-ce qu'on peut dire une autrice? On va la présenter tout de suite. C'est Sarah-Louise Pelletier-Morin. Bonjour. Bonjour, Fred. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Ouais. Vous venez nous présenter Mythologie québécoise, que vous avez dirigée. Oui. Mais dans la vie, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Pour que les gens vous situent. Ben, dans la vie, je suis candidate au doctorat en études littéraires. Donc, en ce moment, je suis en train de faire une thèse qui porte sur la politisation du théâtre au Québec. Oh! Ouais. Est-ce que le théâtre est politique au Québec? Je pense que oui. Je pense qu'il est dans plusieurs pays aussi, mais particulièrement au Québec. Donc, je consacre ma thèse à 3 polémiques théâtrales qui ont eu lieu dans les 10 dernières années. Donc, Slave, oui, c'est ça Canada. C'est la polémique. Ouais, Slave, Canada et l'affaire Cantor aussi qui a eu lieu en 2011. Ah, ben oui! Ah, ben ouais. Avec Wajdi. Oui, Wajdi qui d'ailleurs va monter une autre pièce avec Bertrand. Ouais. Ah ouais? Oui, cet automne. Moi, j'ai hâte de voir ce que ça va faire à Hauteur de la Colline. Ouais. Oh! Ça va être chaud. Très intéressant. Et Camille Gascon, Bonjour. qui vous êtes aussi candidate au doctorat. Effectivement. Et vous signez un des textes de Mythologie québécoise. Oui. Mais, et là, on va le dire tout de suite, nous sommes des amoureux dans la vie. Oh! Ouais. Et non, mais j'avoue, on a hésité avant de... On en a discuté. J'ai beaucoup hésité. Oui. Mais vous signez un texte sur Véro. Oui. Véro ou le nouveau Gynécée. Voilà. Vraiment intéressant. Évidemment, j'ai pas beaucoup de recul, mais Sarah-Louise. Non, je peux en parler. C'est vraiment un des excellents textes là, du recueil. Je suis très contente que Camille soit là. Ouais. Alors, on ne reparlera plus de notre relation pour le reste de l'épisode, parce que je vous invite non pas en tant qu'amoureuse, mais en tant qu'intellectuelle et autrice. Et ça, c'est très important. De toute façon... C'est une phrase magnifique. C'est un texte sur Véro. On peut-tu se dire que s'il y en a 2 qui abusent de leur situation amoureuse dans les médias... Mais c'est vrai, alors on n'en abusera pas, c'est terminé, nous. On n'en fera pas un spectacle. Et on va même se vous voyer. On va se vous voyer. On fera pas un spectacle partout au Québec en hélicoptère. Voilà. Alors, mais on va commencer avec Hélène Faradji parce que vous nous proposez une réflexion vraiment intéressante. Ben, vous savez pas, vous l'avez pas entendu encore. Mais non, mais je vous connais. On va présumer. Oui. Présumons que c'est intéressant. Je vous le dirai après. On va parler de culture du sport, en fait. Est-ce que vous avez sorti vos petits fagnons, vos chandails? Parce que ça a commencé, là, cette semaine, la saison du Canadien. Ça y est, là. Ben moi, je suis plus un fan de hockey, alors que je l'ai beaucoup été. Ben là, avec les séries qu'on a eues cet été, quand même. Écoutez, Hélène, là, on va... je veux plus vous interrompre après. Moi, j'ai été longtemps un partisan des Nordiques, mais hardcore. Ah oui, il y a ça. Jusqu'à la moelle. Et moi, j'ai beaucoup haï le Canadien. Et c'est comme irréversible. Ah, même en temps de victoire glorieuse, collective. J'étais content de tout ce qui arrivait. J'ai regardé les matchs, mais il y a quelque chose en moi. Ce serait de trahir ma jeunesse
je comprends. d'aimer le Canadien. C'est pour ça que je suis fan de la NFL, parce que j'étais un gros fan des Expos et j'ai perdu et mon équipe de hockey, mon équipe de baseball. Alors, la NFL, je ne perdrai jamais d'équipe. Ils ne sont pas à Montréal. Je suis un cœur brisé, dans le fond. Je suis quelqu'un Voilà, de c'est sensible. ça, en fait. C'est un désamour dont vous nous parlez. Oui. Mais pour beaucoup de gens, quand même, la nouvelle saison du Canadien, c'est quelque chose. C'est l'entrée en matière dans la grande saison sportive. Et déjà, on garantit que ils gagneront pas la coupe, qu'ils feront pas les séries, que Suzuki sera pas à la hauteur de son contrat extraordinaire. Alors que non seulement ça a à peine commencé, mais en plus, cette dernière année, en plus de toutes les questions pandémiques, ça nous a bien rappelé qu'en matière de sport, il y a jamais rien de garanti. Ça, c'est vrai. Jamais. Cette dernière année, en fait, on s'est rendu compte surtout que les sportifs et les sportives de haut niveau, c'était d'abord et avant tout des êtres humains. Pas des machines à performance incroyables, mais des êtres de chair, de sang, faillibles, vulnérables. Et je vais vous dire un secret, on le savait déjà. On le savait déjà parce que si on se rappelle juste de... Je ne sais pas si vous l'avez lu, l'autobiographie d'André Agassi. Non. C'est sorti en 2009, ça s'appelait Open. Et dedans, il avouait qu'il avait passé un bon bout de sa carrière accro au crystal meth. Ah ouais. Carrément. On peut se dire qu'un sportif de haut niveau... C'est violent, ça, le crystal meth? C'est très violent. Puis on peut se dire, c'était quand même un indice assez fort que ça allait pas fort. Oui. En général, on n'est pas en super bonne santé mentale quand on se retrouve accro au crystal meth, alors qu'on est un champion de tennis adulé partout. Bon, mais cette année, au cours de la dernière année, en tout cas, ça nous a sauté à la face. Carey Price, évidemment, mais c'était le chêne qui cachait la forêt. Jonathan Drouin, Naomi Osaka, Simone Biles, même Michael Phelps avant eux, tous ont demandé de l'aide parce que ils n'en pouvaient plus. Et c'est des stars du monde sportif, des héros dans leur domaine, qui ont craqué. Tout simplement, et qui rappellent que tu peux bien courir vite, tu peux taper fort, tu peux patiner comme un serpent qui se faufile, ça ne fonctionnera pas si tu ne prends pas soin de ce qui se joue entre tes deux oreilles. Et on pourrait être étonné d'avoir un peu oublié ça, cette idée que les athlètes, c'est des êtres humains, pas juste des machines à apporter de l'émotion. Parce que forcément, on a tous été élevés avec cette maxime, un esprit sain dans un corps sain. Oui. On la connaît par cœur, ça a été écrit entre 90 et 127, on n'est pas sûr, après Jésus-Christ. C'est ancré dans les usages, on connaît, sauf que on peut se demander si cet héritage-là de l'Antiquité, il n'a pas été un peu oublié et perverti par une certaine remodélisation de la culture sportive. Et elle viendrait d'où ? Elle viendrait de... le champion du sport moderne, l'inventeur des Jeux Olympiques, Pierre de Coubertin. Ah, c'est aristocrate, ne l'oublions pas. Comment ? C'était un aristocrate. C'était un aristocrate. Avec tout ce que ça implique de vision. Exactement. C'est ça, de tronquer un peu de la réalité. Exactement. Et lui, cette maxime, un esprit sain dans un corps sain, il l'a réécrite. Et c'est devenu un esprit ardent dans un corps musclé. Oh. Et c'est pas tout à fait la même chose. On pourrait dire, affaire de sémantique, tomato, mais pas vraiment. Parce que un esprit sain, c'est un esprit en santé, un esprit équilibré, intact, mais ardent, ça implique la fougue, le feu, la combustion. Et si on creuse, on peut se dire un esprit ardent dans un corps musclé, c'est un esprit en feu dans un corps musclé, un esprit qui brûle. Comme si la passion de l'esprit au sens littéral ou la destruction au sens plus symbolique était devenue la norme, ce qui est attendu de nos gladiateurs modernes. Mais je ne savais pas que Pierre de Coubertin avait changé la maxime et la transformé un peu avec peut-être un soupçon d'homoérotisme. Peut-être aussi un peu. Peut-être un peu, mais bon, ça c'est un autre débat qu'on rouvrira une autre fois. Non, c'est correct. Non, on le rouvrira pas. Non, c'est pas un débat, je voulais juste mettre ce petit grain de sel. D'accord, c'est un grain de sel apprécié. Merci Fred. C'est du sel de Guérande. Donc, nouvelle façon d'entreapercevoir ce que doit être l'esprit d'un sportif qui doit brûler, qui doit amener le corps à se dépasser. Et c'est violent, cette idée d'un esprit qui brûle. Ça peut être positif, oui, évidemment. Il y a de la passion, il y a de la fougue, mais pas seulement. Et on voit bien comment, avec ce petit changement-là, la culture du sport, elle s'est d'abord transformée sémantiquement, puis symboliquement, puis concrètement. Parce qu'on attend des athlètes qui soient en feu. On entend souvent ça, hein? Il est en feu, elle est en feu. Et c'est un peu dangereux d'être en feu. Hein. Quand on est en feu, on brûle. On brûle forcément. Et
il y a évidemment une pression immense sur les athlètes, qu'elles soient médicales, financières, médiatiques. Et si on rajoute cette idée d'un esprit en feu qu'on leur demande, forcément, au bout d'un moment, ça craque. C'est normal. Et je me suis dit d'ailleurs, petite parenthèse que j'ouvre, je me suis demandé si c'était pas à cause de ça qu'on avait tous été pris d'un engouement aussi fou pour la jeune joueuse de tennis Leylah Fernandez cet été. Elle s'est rendue très loin, évidemment, il y a ses performances au US Open, mais il y a aussi qu'elle donne l'impression qu'elle exerce son tennis sous le signe de la joie. Ouais. D'abord et avant tout, parce qu'il y a son sourire, ses gestes, ses coups, tout a l'air de respirer une vraie joie et non pas cette espèce de dévoration, de passion, de dépassement. Et elle a l'air d'aimer ce qu'elle fait, fondamentalement, sincèrement. Et je m'emballe peut-être, il y a probablement beaucoup de choses qui l'attendent sur son chemin, mais c'est une impression... Et malheureusement, peut-être que je suis cynique, Hélène, mais j'ai l'impression, sans dire qu'elle n'est pas sincère, là, mais j'ai l'impression, parce qu'il y a quand même derrière ça toute l'idée d'une présence à la finale d'un tournoi comme ça, ça va amener des commanditaires, c'est sûr. C'est des millions en revenus qui... Alors, et de présenter une image comme ça, c'est plus vendeur qu'être hargneuse, particulièrement pour une femme aussi, je pense, une athlète. Probablement, quoique on a quand même des exemples dans le tennis féminin, les sœurs Williams, où ça n'a jamais été vraiment un enjeu, mais effectivement, il va falloir qu'elle soit bien entourée et qu'elle se préserve de cette idée, justement, de mettre les performances d'abord et avant tout, et qu'elle essaye de garder au maximum intact ce plaisir qu'elle semble avoir à jouer. Mais si on revient à nos moutons sportifs, toute cette série d'athlètes qui ont demandé publiquement de l'aide pour surmonter des difficultés psychologiques, et on n'ira évidemment pas dans le pourquoi, quoi, ça les regarde eux, pas nous, mais c'est une porte ouverte assez formidable pour nous, collectivement, nous obliger à gérer un petit peu mieux tous ces problèmes de santé mentale qui affectent probablement beaucoup plus de gens qu'on pense. Oui. Et je sais bien que je participe un peu à la pression qui leur est mise sur les épaules en disant ça, parce que la culture du sport, elle est tellement puissante qu'elle a institué les sportifs comme les héros de notre monde moderne. Ils sont invincibles, c'est des guides. Mais si les modèles, justement, si les guides mettent un genou à terre, collectivement, on est bien obligé d'affronter un petit peu plus les choses pour vrai, et pas juste avec une journée spéciale avec des hashtags sponsorisés. Ouais, voilà. On est obligé d'aller un petit peu plus loin que ça. On peut les remercier d'avoir fait ça, parce qu'on va tous en bénéficier, c'est sûr. Mais il faut aussi qu'on parle de leur courage. Oui, ce sont des numéros 1, ce sont des stars, ils peuvent se le permettre, ils ont accès à des ressources auxquelles nous, on n'aura pas accès, ça c'est évident. Ils ont le soutien du public. Je ne sais pas si vous avez vu les tweets. Dès qu'on a su pour Carey Price qu'il se retirait pour aller demander de l'aide, Twitter a été inondé de messages de soutien, d'amour, des messages extrêmement positifs. Et il faut en parler parce que... je suis très heureux parce que j'ai eu peur. Exactement. Quand on a su Carey Price, qui est autochtone, voilà. J'ai très, très, très eu peur que des gens fassent des amalgames douteux sur le fait qu'il est autochtone, donc y a-t-il un problème d'alcool? Voilà. Donc, voilà. Évidemment qu'il y en a eu, mais la grande majorité des gens le soutenaient, lui assuraient de leur soutien, le trouvaient formidable. Et vous le mentionnez, c'est pas que Carey Price qui est en train de dealer avec des problèmes de santé mentale et autochtone, mais c'est aussi Simone Biles, c'est aussi Naomi Osaka, qui à chaque fois sont des cas d'intersectionnalité assez frappants. Mais bref, c'était juste pour rappeler que la question de la diversité dans la culture sportive, elle compte aussi beaucoup. Mais surtout, ce que je veux dire, c'est que leurs gestes de demander de l'aide, c'est des gestes qui ont été posés contre la culture sportive qui est en normes et en règles, contre leur propre culture, contre cette idée qu'un athlète, c'est un héros, c'est une machine infaillible, contre cette idée aussi que quand on est ce genre de sportif, on n'existe plus. Notre individualité, c'est paradoxal parce qu'elle doit colorer, mais elle doit s'effacer. Ce qui compte, c'est les performances, mais on doit quand même avoir un petit peu de personnalité pour être attachant, pour que les gens nous aiment, etc. Sauf qu'au fond, on n'existe pas vraiment. Ce qui compte, ou ce qui va exister, c'est nos résultats, c'est nos performances, c'est notre corps. Et forcément, ça crée rapidement un problème. Et
hasard, cette semaine, alors même que Carey Price faisait exploser sa bombe, moi, je regardais la série Virage sur Nouveau. C'est la toute première production originale pour Bell. C'est réalisé par Catherine Terrien, scénario de Kim Lévesque-Lizotte, Marie-Hélène Lebeau-Tachereau, inspiré par le parcours de la patineuse de vitesse et olympienne Marianne Saint-Gelais, qui est retraitée depuis 3 ans. Et c'est honnêtement une série très réussie. Bon, elle n'est pas finie. Pour l'instant, il y a 5 épisodes de disponibles. Vous pouvez les voir sur le site de Nouveau. En tout, il va y en avoir 8. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on s'intéresse à l'après. Donc, une fois que les patins sont rangés, que la vie est toute neuve à explorer devant nous, mais aussi toute désorganisée, parce qu'on n'a aucune idée de quoi faire de cette vie toute neuve. On va écouter un petit extrait de l'épisode 1, dans lequel, justement, le personnage inspiré par Marianne Saint-Gelais raconte à une ancienne connaissance ce qu'il en est avec elle maintenant. Hey, on t'a écouté en famille pendant les Olympiques. On était tellement fiers de te connaître, là. Mon chum était bien impressionné. J'en reviens pas que t'arrêtes ça. Ben, tu sais, j'ai 28 ans, là. C'était pas mal de temps. Puis... fait que toi, t'as un chum? Ça fait-tu longtemps? Non, pas tant, en fait. C'est quand même récent, là. On s'est rencontrés après mon MBA au HEC. J'étais gestionnaire dans sa compagnie. Gros coup de foudre, là, mais c'est récent, là. J'ai acheté mon condo, mais on s'est dit qu'on allait attendre. Là, ben, écoute, je suis retraitée. Liberté 28. Puis célibataire. Ben non. Ben oui. Ben ça se peut pas. Ben je te le dis. Vous aviez tellement l'air heureux. OK. My God, es-tu correct? Je sais pas. À date, ça va, ouais. OK, mais c'est quoi ton plan? Mon plan? Ben t'as étudié en quoi, donc? Rien, je te dirais. Ah, OK. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a consacré notre vie au sport de haut niveau puis qu'on n'a pas forcément prévu ce qui s'en vient? C'est le sujet de cette série. C'est pas tant une série sur la santé mentale, mais ça fait évidemment partie de ce qui va arriver. C'est une série sur ce que le sport fait au corps et comment l'esprit, une fois qu'il est débarrassé des contraintes quotidiennes, de cet entraînement absolument routinier, comment ça s'emballe, comment on se perd, comment tout ça se brouille. Et j'aime beaucoup cette série parce que c'est fait avec énormément de franchise. On n'est pas du tout dans le pleurnichard, on n'est pas du tout dans le racolage, on est dans ce que fait le sport de haut niveau. Comment ça affecte l'être humain et comment, quand on a été habitué à avoir une vie qui n'est axée que sur le dépassement de soi et la performance, une fois que c'est fini, tout se dérègle, évidemment. Et si je reviens 2 minutes à cette idée d'une culture du sport, je suis aussi tombée sur un site que j'aimerais vous inviter à aller visiter. Ça s'appelle sportaide.ca. Tout simple. C'est une association d'aide et de ressources pour les jeunes athlètes qui vise à offrir du soutien à tous ceux qui subissent une violence dans le milieu sportif. Ça peut être une violence qu'on subit à cause d'un problème de santé mentale. Il y a aussi une série de balados qu'on peut trouver sur ce site-là, présidée par José Turcotte et vice-présidée par Fabrice Ville, dont on a beaucoup entendu parler. Et sur ce site, on apprend qu'en ce moment, au Québec, il y a 165 000 jeunes qui suivent une formation sport-études. Sur ce lot-là, c'est quand même beaucoup, 40% disent qu'ils voient un stigmate associé à demander de l'aide. C'est énorme, 40%. Et il y a d'autres statistiques que je trouve assez étonnantes sur le site. Un athlète sur 10 au cours de sa vie aura à demander de l'aide. Et dans la population générale, c'est un adulte sur 5 qui aura des problèmes de santé mentale. C'est énorme aussi. Et quand on entend un athlète sur 10 qui aura à demander de l'aide, ça veut aussi dire qu'il y en a peut-être 9 sur 10 qui ne le feront pas. Qui ne le feront pas parce que le monde des sportifs, la culture du sport, elle est aussi associée à des maximes. Je vous disais un esprit sain dans un corps sain, mais il n'y a pas que celle-là. Il y a aussi no pain, no gain. Il y a aussi there's no I in team. Ça veut dire efface-toi, oublie-toi. Peu importe ce que tu vis, peu importe tes blessures, tu dois te sacrifier d'une certaine façon pour gagner. Gagner. Et que si tu as une blessure mentale, une blessure physique, ça va. Blessure physique, on peut le comprendre, on peut la gérer, mais une blessure mentale, tu es faible. Et si tu es faible, mais tu peux pas être un sportif de haut niveau. Et cette idée-là, elle est encore très, très ancrée, surtout chez les jeunes qui grandissent avec cette idée du sportif invincible. Et c'est très paradoxal parce que on a des milliers d'études qui nous rappellent que la pratique du sport,
c'est presque un antidote aux troubles anxieux, c'est vrai, c'est vrai. À la dépression. On nous dit mangez mieux, bougez, faites du sport, c'est en général... Et c'est vrai. Oui, c'est vrai, absolument, sauf que... pour certaines personnes, là... Cette idée d'une pratique bénéfique du sport, elle est désamorcée par la culture sportive, qui, elle, est axée sur l'oubli de soi, la dévotion au corps-machine, le déni de l'esprit, sauf s'il est entraîné à être le meilleur. Et je me dis que peut-être que ces actes de courage de Price, de Biles, de Osaka, ils arriveront à rétablir cette idée que dans la culture sportive où prime l'excellence, la performance, cette culture qui s'est étendue à toutes les sphères de nos sociétés. En éducation. L'hyper-performance, en fait. Voilà, l'éducation, c'est pareil. Il faut être le meilleur, il faut donner plus. Que dans cette culture du dépassement de soi, que tous ces actes de courage-là, ils vont nous aider à nous rappeler que le mot important, c'est pas dépassement. Merci, Hélène. De rien, Fred. Bravo. Excusez-moi, parce que je pensais au moment où vous terminiez votre chronique, et là, vous avez peut-être entendu Frida. C'est un chat. C'est pas Frida Kahlo qui est arrivée. Non, c'est pas Frida Kahlo. Sinon, Sophie Fauché serait là aussi, puis on n'a pas de place autour de la table. Mais c'est que j'ai vu Slalom cette semaine. Ah oui! On en avait parlé l'an dernier. Oui, c'est vrai. Bon, évidemment, c'est pas tout à fait le sujet du film, c'est vraiment la relation extrêmement toxique entre une jeune athlète et son coach. Une skieuse. Une skieuse, voilà. Avec Noé Habitat, entre autres, qui est vraiment une bonne comédienne, qu'on a vu dans Genèse, entre autres, ici au Québec. Mais, et dans Virage, on le sent moins, puis je sais que c'est pas le propos, mais il y a quand même, dans le sport d'élite, un côté toxique. C'est sûr. Qui, avec la gymnaste américaine qui est sortie... Simone Biles, qui est sortie complètement. Je ne sais pas pour Naomi Osaka si c'était le cas aussi, parce que c'est un sport individuel aussi. On ne dirait pas. En tout cas, il n'y a pas eu d'histoire entourant pour l'instant, mais il y en a eu dans le tennis aussi, des histoires d'entraîneurs qui ont abusé. Évidemment, ça fait aussi partie de la réalité du sport. Et mais là au-delà de l'abus physique ou sexuel, mais ça reste que le sport d'élite, il y a quelque chose de toxique un petit peu. À la racine même. C'est comme si on demandait aux jeunes ou aux gens qui pratiquent ce sport de haut niveau de ne plus exister. C'est ça, de peu importe ce qu'ils subissent dans leur vie personnelle, il n'y a rien d'autre que le sport. Et donc, à la rigueur, certains doivent se dire on peut leur faire subir n'importe quoi. Puisque c'est des machines, puisqu'ils sont entraînés à toujours se dépasser, à toujours faire mieux, à toujours gagner, ils vont pas flancher, ils vont rien dire, ils vont continuer, puisque il y a un objectif qui est de gagner. Et effectivement, il y a peut-être quelque chose à réévaluer collectivement dans la façon dont notre rapport aux athlètes, aux Olympiques. Notre rapport aux Olympiques aussi. Oui, aussi. Parce que c'est leur rêve à eux, mais c'est... ils portent le rêve d'une nation, on le dit souvent, c'est nous qui gagnons quand ils gagnent. Ça leur met aussi cette pression-là sur les épaules. Donc, comment est-ce qu'on peut retrouver un espèce d'équilibre ? Je sais pas, mais je sais que des gestes posés par des champions comme il y en a eu au cours de la dernière année, ça va aider. Merci, mais quand même, ça s'invente pas. Oui, Jonathan Drouin qui compte le premier but de la saison des Canadiens. Oui, puis ils perdent le match après, ça c'est tragique. Là, Mais regardez, Hélène, vous tombez dans le piège. Non, ils ont parce perdu, que j'aurais voulu c'est pas grave. Non. C'est pas grave. Moi, pour eux, j'aurais voulu qu'ils aient une victoire parce que ça vient d'être très dur pour toute l'équipe aussi, ce départ de Carey. C'est vrai. Merci, Hélène. Merci. Évidemment, Hélène, vous restez avec nous presque jusqu'à la fin parce qu'il va y avoir une autre chronique un peu plus tard sur les arts visuels. Sarah-Louise, est-ce que vous êtes une fan de hockey? Sur le plan mythologique, j'imagine que oui. Sur le plan mythologique, certainement. Certainement, oui. Bon, alors on va parler de mythologie québécoise. C'est sous votre direction. Vous n'avez pas écrit de texte là-dedans, pourtant? Ça m'étonne, ça? Non, puis j'avais beaucoup d'idées, mais je me suis pas autorisée à écrire un texte. Je voulais pas jouer 2 rôles dans l'ouvrage. Mais je regrette un peu, honnêtement. Il va peut-être y avoir des mythologies qui vont sortir dans des revues, éventuellement. Oui, ça serait intéressant. Le point de départ de ça, pour les gens qui ont lu un peu des essais, c'est évidemment Roland Barthes. Oui, mais je dirais que ce projet-là est né de la rencontre entre 2 idées, ou entre 2 désirs. D'une part, bien sûr, il y avait cette envie-là de rendre hommage aux mythologies de Roland Barthes, mais il y avait aussi l'envie de réfléchir à l'identité québécoise. Puis si je déplie peut-être un petit peu plus ces 2 gestes-là, depuis plusieurs années, j'étais intriguée par le paradoxe suivant.
pour moi, c'est évident que le peuple québécois forme un peuple distinct. Et on nous le répète souvent. Oui, puis on le sait, on le sent, c'est une évidence. Or, j'ai toujours eu beaucoup de mal à décrire ce sentiment-là ou à décrire cette distinction-là. Hein. Justement, une fois qu'on a parlé du hockey, de la langue française, du code civil, de notre américanité, mais qu'est-ce qui reste? Hein? Bien sûr, ces choses-là nous représentent, c'est au cœur de notre imaginaire collectif. Mais il me semble que ça manque de subtilité, ça parle peu de ce qui stylise notre vie quotidienne comme Québécois. Oui. Et vous dites dans l'intro que c'est d'autant plus intéressant parce qu'on est obsédé par le présent. Tout à fait. Tout à fait. On est obsédé par le présent, puis le présent fuit. Hein? On est constamment sur les réseaux sociaux, puis une nouvelle est finalement effacée par une autre, en pousse une autre. Alors que là, on peut vraiment se déposer avec une mythologie québécoise, prendre un peu de recul sur quels sont nos mythes aujourd'hui. Oui. C'était aussi un des objectifs du livre. Oui. Donc voilà, puis ensuite, j'avais envie de réfléchir à la culture québécoise, mais je suis pas historienne, j'ai pas d'études en sciences politiques, donc je savais pas exactement par quelle perspective réfléchir à ce paradoxe-là, à ce sentiment-là que j'avais. Et c'est là où ma rencontre avec les mythologies de Roland Barthes a vraiment été déterminante, parce que ce livre-là... Paru en 1958? 57, voilà. Mais peut-être qu'on pourra revenir là-dessus, parce qu'en fait, Roland Barthes a publié ces mythologies-là dans des revues avant d'en faire un livre en 57. Donc, en 52, dans Esprit, dans Combat, ensuite dans Esprit, ensuite dans Les Lettres Nouvelles, la revue de Maurice Nadeau. Oui. En 57, on en fait un livre, puis Barthes va joindre aussi un petit chapitre pour conceptualiser le mythe qui s'intitule « Le mythe aujourd'hui ». Donc voilà, quand je découvre les mythologies de Roland Barthes, je découvre aussi une méthode d'analyse du réel, d'analyse du social, puis je trouvais ça absolument passionnant. Et à partir de ce moment-là, j'ai pas cessé de voir des mythes partout. Justement, les idées de mythologie que j'aurais peut-être aimé écrire. Tu sais, par exemple, j'allais au théâtre, puis avant une représentation, quand j'entendais cette petite blague nous dire « Ah, maintenant, le moment tant attendu de serrer vos téléphones cellulaires », je me disais... Et vos bonbons. Là, et vos bonbons. Oui. Bon, on fait toujours une petite blague avant la représentation, puis je me disais « Mais qu'est-ce que ça dit de notre rapport alors à la culture, au théâtre? » Il me semble que Roland Barthes aurait eu quelque chose à dire de ça. Il me semble que Barthes aurait eu aussi quelque chose à dire de... la configuration des trottoirs de banlieue qui sont tellement hostiles aux marcheurs. Qu'est-ce que ça dit de notre rapport à la marche, etc., à l'urbanisme, les manchettes de cet apotin. Ça s'invente pas. Il y aurait des mythologies à écrire là-dessus, sur le segment d'Yves des hôtels à Radio-Canada qui maintenant introduit le réseau de transport actif. Oui. Ça aussi, ça vient changer. C'est toutes des petites choses, un petit peu... Tu sais, c'est subtil des fois, mais ça parle beaucoup de notre monde. Donc, bref, je voyais des mythologies partout et j'avais envie de... c'est ça, de faire une mythologie québécoise. Puis, mais là, peut-être qu'il va falloir parler un peu de Roland Barthes, de son œuvre. C'est quoi son projet? Et là, je vais entendre Camille Gascon, parce que vous aussi, Roland Barthes, c'est un déclencheur dans l'idée du texte que vous avez fait. C'est le texte que vous avez fait. Voilà. Roland Barthes, c'est important pour vous. Oui, tout à fait. En fait, j'ai rencontré Roland Barthes parce que dans le cadre de ma thèse, je m'intéresse à l'authenticité. Je tourne autour de la question, puis j'essaie de définir ce que j'appelle l'effet d'authenticité. Donc déjà, Barthes n'est pas loin parce que lui a défini ce qu'on appelle l'effet de réel. Oui. Et après ça, c'est ça, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'authenticité, est vite apparu différents produits culturels, dont Véronique Cloutier, qui est peut-être un peu la reine de l'authentique. En fait, c'est sa marque de commerce. C'est sa marque de commerce et c'est de là que c'est parti. On l'appelle Véro, ce qui est quand même pas banal. Quand on dit Véro, on sait qu'on parle pas de, mettons, Véronique Yvon. Ou de Véronique Béliveau. Voilà. On sait qu'on parle de Véronique Cloutier, donc déjà qu'elle a réussi à faire ça. Oui. Et j'ai rencontré Roland Barthes, en fait, sur mon chemin parce que je lisais notamment Roman et enfants, qui est une de ses mythologies. Et il définit, en fait, dans ça, le magazine Elle, qu'on a encore aujourd'hui, comme un gynécée. Et ça a été un peu mon déclencheur pour... Rappelons aux gens à la maison et aussi à tout le monde autour de la table, qu'est-ce que gynécée? Un gynécée, dans l'Antiquité, c'était le lieu où vivaient les femmes, en fait, tout simplement. Et Barthes en ajoute une couche en disant que c'est un lieu qui est le lieu de la féminité, mais qui est entouré par l'homme, qui en fait, l'homme fait exister, il est partout autour, mais les femmes sont à l'intérieur. Donc, on va revenir à vous, Sarah-Louise. De toute façon, vous allez pouvoir commenter, mais on est dans votre texte, Camille Gascon, et qu'est-ce qu'on peut dire, justement, de la marque Véro et de cette idée-là, que dans le fond, ça réunit
la féminité, mais entourée ou surplombée du regard masculin. Oui, ben en fait, c'est ça. Ça m'a frappé quand même parce que Véronique Cloutier, sa marque, disons, aujourd'hui, c'est Véro. Tout ça est fait, et en fait, que ce soit ses magazines, ses émissions, sont produites, éditées par la compagnie de son mari, KO TV, ou KO Édition, donc Louis Morissette. Donc ça m'a frappé en premier, c'est ce que j'écris. Je dis, elle en est le cœur de cet univers-là, mais lui fait exister à quelque part, il en établit le plan d'affaires, en fait. C'est ça que... Si je peux me permettre, mais c'est d'autant plus pervers que toute la communication du couple, c'est que elle gagne plus, que elle réussit, que lui est un peu loser à côté d'elle, qu'il est tout le temps à la traîne, à la ramasse, alors que dans le fond, il est peut-être plus ex machina qu'on pense, quoi. Non, mais c'est vrai, sans dire qu'il tire les ficelles. Non. Ou que... En fait, il joue beaucoup là-dessus. Mais c'est ça, mais il joue de cette image d'un couple moderne où la femme gagnerait plus que l'homme, mais où la femme lead. Un peu, il y a quand même... Moi, je trouve qu'ils reproduisent beaucoup quand même les clichés de genre. Premièrement, quand ils sont ensemble, ils sont les Morissette. Donc, c'est quand même le patronyme, c'est quand même le nom du mari qui prend le dessus. Bon, on peut comprendre qu'elle ait peut-être voulu aussi tasser son nom de famille, qui est le nom de son père. Mais aussi, ce qui m'a frappé dans le magazine, c'est que le dernier texte du magazine, c'est le texte de son mari. C'est le dernier mot. Il s'appelle Le Dernier Mot. Donc, c'est quand même pas banal que le magazine féminin Véro se termine par le dernier mot, qui est le mot de son mari. Bon. Et dans le texte aussi, il reproduit... Moi, ce que j'analysais, c'est que lui est plus, je dirais pas politique, mais disons qu'il... Mais il est capable il peut faire des coups de gueule, effectivement, sur l'actualité. Et elle va toujours rester dans le consensuel. Donc, encore là, je trouve que ça reproduit quand même certains stéréotypes. Mais cela dit, dans son documentaire sur la ménopause, on a quand même salué le courage de Véro d'aborder un sujet tabou et de voir qu'elle pouvait aussi être dans une forme d'engagement social, mais reste que, malgré tout, ce documentaire-là concerne son lectorat. Oui, tout à fait. Donc, avec une promesse, je dis pas que c'est ça, dans les faits, c'est ça qui est arrivé, mais avec aussi peut-être l'idée que il y aura de la publicité à vendre aussi autour de ces traitements-là éventuellement, qu'on pourra placer dans toutes les dénominations de la marque Véro. Là, c'est moi qui le dis, c'est pas votre texte. On devrait la citer. Il y a une très belle phrase là-dessus dans son texte. Allez-y, Sarah-Louise. Si le personnel se met en scène, il n'est que rarement présenté comme politique. D'ailleurs, la politique n'est convoquée qu'à la condition de ne rien perturber. Sophie Grégoire Trudeau reçoit ainsi le titre de militante du jour. Les rapports marchands amicaux, comme une bonne couche de fond de teint, dissimulent parfaitement les rapports de pouvoir. Merci. J'aurais pas pu le faire parce que j'ai pas de recul. mais reste que... Je dis pas qu'elle est pas du tout politisée ou politique, mais ça reste toujours une politique assez consensuelle. Donc, on sera pas dans le politique qui dérange, qui confronte les opinions. Donc, c'est à ce niveau-là que je trouve... Je l'ai dit rarement aussi, politique. Là, j'ai atténué. J'avais écrit jamais au départ. Mais voilà. Donc, c'est là où je trouve... Oui, mais est-ce qu'au fond, il n'y a pas une mythologie là aussi, qui est que pour devenir un personnage médiatique au Québec, on ne peut pas être politisé. On est obligé d'être dans le consensus. On a souvent cette idée... Et pourtant, Québécois, quand même, Pierre-Carl Péladeau... Oui, mais au niveau de Véronique Cloutier, avec ce retentissement-là de personnage public, là, on dirait que ça vient avec cette idée du consensus, de jamais dépasser, on n'aime pas les débats, on n'aime pas la chicane, ça revient souvent, on n'aime pas la chicane, mais justement, est-ce que l'accession à une notoriété médiatique, et pas presque conditionné par un effacement de la pensée politique aussi. Tout à fait. Puis le texte de Chloé Savoie-Bernard sur Varda Étienne fait écho à ça, parce qu'elle montre qu'en fait, quand on met des figures un peu différentes, par exemple, Varda Étienne qui a été aux prises avec des problèmes de santé mentale, souvent on va exotiser ces figures-là, puis il y a comme un rapport un petit peu ironique ou de distance vis-à-vis ces figures-là. On les aime, puis en même temps, on rit d'elles. Je pense que ça monte aussi. Bon, mais Sarah-Louise, moi, je veux vous entendre sur comment on construit un recueil comme Mythologie québécoise, parce que Roland Barthes a écrit tous ses textes. J'imagine, est-ce que au début, vous vous êtes dit, je vais essayer de le faire? Est-ce que c'était un désir ou tout de suite, vous vous êtes dit,
Non, moi, je vais réunir des gens. Comment on décide, parce que c'est quand même une entreprise qui doit être difficile sur le plan éditorial, de s'assurer que tous les en tout cas, pas toutes les mythologies, mais que celles que vous aimeriez être dans le livre soient abordées. Qui va le faire? Ça a été un défi, honnêtement. Je pense que c'est ça qui a été le plus long, trouver des collaborateurs, des collaboratrices. Puis il n'y a pas tant de gens que ça qui pratiquent l'essai au Québec non plus. Donc, et pourtant, c'est un domaine relativement foisonnant, parce qu'il en sort beaucoup. Puis évidemment, moi, je suis content. La balado, c'est principalement des essais que j'ai envie de parler. Ouais. Mais il y a plusieurs perspectives qui... En fait, je suis fière de ça parce qu'on a des urbanistes, on a des juristes, des philosophes, des historiens de l'art, on a des gens issus du milieu théâtral. Ouais. Il y a beaucoup de perspectives qui sont abordées. Parlons des auteurs et des autrices. Moi, j'avoue, puis là, c'est une petite critique, j'aurais aimé avoir une petite bio des gens au début, parce que on les connaît pas tous, évidemment. Ça s'appelle Google. Bon. On y a pensé, mais on trouvait que ça faisait peut-être un peu trop académique, puis on voulait pas... Non, juste pour situer, des fois, une petite bio, genre, il est... Bon, c'est une petite critique, excusez-moi. Non, c'est très, très bien accueilli. Bon. Frédéric Bernier, entre autres, qu'on a entendu ici à la balado cet été avec Mathieu Bellil, qui fait un texte... Parlez-nous un peu de ce texte-là. Bien, ce texte-là a un statut un petit peu particulier dans le recueil parce que c'est en quelque sorte une méta-mythologie. Hein? Ouais. C'est comme ça qu'on a décidé de le sous-titrer. On s'est demandé si on n'allait pas le mettre en introduction. Puis, elle part d'un texte qui est paru dans la presse, qui a été supprimé quelques heures après sa publication. Oui. Parce que, oui. Et ce texte-là s'intitulait « J'accuse les sciences humaines ». Ah oui! Est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui. Bon, Qui a fait réagir beaucoup. Ça a fait réagir beaucoup. Moi, je me souviens d'avoir ri avec une de mes amies. Ça me ramenait à 2012, les critiques de la Radio de Québec sur les sciences humaines, les sciences molles. C'était un peu ça, en fait. Hein, Puis c'était un médecin qui l'a écrit aussi, il faut mentionner. Oui. Donc, elle part de ce texte-là pour montrer à quel point on critique les sciences humaines. Les sciences humaines seraient responsables de tous les maux de notre société, finalement. Oui. Puis, donc, elle part de ça pour, finalement, faire un plaidoyer pour les sciences humaines, pour Barthes, pour défendre Barthes, Foucault, etc. Antoine Boisclair, sur les Tim Hortons. Ça, c'est un bon exemple. Mais je trouvais qu'on est beaucoup dans l'esprit de Barthes, de déconstruire, ou en fait d'aller chercher une signification où on ne voit pas sur notre rapport à une chaîne de restaurants comme le Tim Hortons. Mais ce serait pas une mythologie proprement canadienne plus que québécoise, le Tim Hortons? Ben, qui fait partie quand même de l'identité québécoise. Je sais pas. On est quand même pris avec. Si les Québécois ne boudent pas le Tim Hortons, au contraire. Non, mais sans le bouder. Ce qui est intéressant dans son texte, c'est qu'il montre comment... en fait, il montre que les Québécois ont un rapport différent au Tim Hortons comparativement au reste du Canada. Ouais. Puis il est un peu en train... Parce que chaque mythe vise à critiquer une idéologie. Hein. Si on cherche là, dans le texte de Véro, par exemple, on pourrait parler de... Je pense qu'on peut parler du capitalisme, qu'on peut parler... Oui, tout à fait. Ici, en l'occurrence, là, je dirais que c'est l'idéologie multiculturaliste là, qui est attaquée, mais en tout cas, on pourrait reparler de ça, toutes les idéologies qui sont visées là-dedans, parce qu'il y en a beaucoup. Là, ouais. Georges Privet, votre collègue à la radio, Hélène, qui a fait un texte sur la mythologie d'Elvis Gratton. Ouais. Vraiment intéressant. Mais vraiment, ça reste que c'est l'identité d'aujourd'hui. Il y a Biz, parce que c'est lui qui ouvre le recueil avec un texte sur la ceinture fléchée, où j'ai appris des choses, mais aussi où Biz fait du biz à la fin. C'est-à-dire qu'il y a ce côté pamphlétaire aussi sur sa position face à l'indépendance. Mais il y a un texte, par exemple, sur les cons d'orange. Aujourd'hui, dans les rues de Montréal. C'est pas juste d'où on vient, c'est l'identité vraiment... au sens très, très large. Oui, puis Fred, je suis contente que vous parliez du texte de Biz, parce que pour moi, j'ai fait ce recueil-là pour qu'il y ait aussi un débat. C'est-à-dire que le mythe de la ceinture fléchée, est-ce qu'on veut le reconduire? Voilà. Est-ce que le mythe de la société d'accueil, de la minorité francophone qui accueille l'étranger, est-ce qu'on veut le reconduire ou on veut le déconstruire? Ouais. Parce que chez Barthes, il y a ce geste-là. L'idée, c'est d'aller dévoiler les mythes et de les déconstruire. Ouais. Alors que là, Biz reconduit ce mythe-là. Ensuite, débattons-en. Oui. Écrivons là-dessus. Il y a des gens déjà qui m'ont écrit pour me dire ça n'a pas de bon sens, ce mythe-là, je veux qu'on le déconstruise. Puis c'est ça que je trouve stimulant, en fait. C'est aussi pour ça que j'ai fait ce recueil-là. Ouais. Ouais. Moi, je veux qu'on reparle de Barthes, que moi, j'ai lu au cégep, ça fait quand même longtemps. Cela dit, en lisant Mythologie québécoise, j'ai eu envie de me replonger dans Roland Barthes. Et
pour Sarah-Louise et pour Camille, c'est, bon, on l'effleurait un peu tantôt, c'est quand même quelqu'un de super important. Oui, vraiment. Ben, pour ma réflexion autour de ma thèse, c'est comme ça que ça a été mon point de départ, mais comme Sarah-Louise l'a dit tantôt, on dirait qu'il y a un regard qui change sur le quotidien, sur le futile, sur la culture, quand on a traversé les mythologies. La perspective sur les choses change, puis je trouve que c'est sa grande force, en fait, c'est d'avoir jeté une lumière sur des choses qui nous apparaissent naturelles, qui nous apparaissent comme allant de soi, en fait. Et tout à coup, tu déconstruis, ou en tout cas, tu poses un regard plus critique. Et ça devient... Est-ce que c'est un des premiers à avoir fait ça? Oui, tout à fait. Tout à fait. Barthes est un lecteur de Ferdinand de Saussure, qui est un linguiste, et de Claude Lévi-Strauss, qui est un anthropologue, mais Barthes va consacrer une bonne partie de sa vie à jeter les bases du structuralisme et de la sémiologie en France. Puis sa définition du mythe est différente de l'acception du mythe qu'on entend généralement. Peut-être que ça vaudrait la peine qu'on le définisse un petit peu avec Barthes. Oui. Alors, c'est ça que je disais plus tôt. Il y a toute une section dans les mythologies qui s'intitule « Le mythe aujourd'hui ». Donc, Barthes part de la définition étymologique du mythe. La définition étymologique du mythe, c'est que le mythe est une parole. Donc, tout objet qui entre dans l'ordre de la parole est susceptible de devenir un mythe si cet objet-là est investi d'une signification. Barthes dit que le mythe tient surtout à sa fonction. Il écrit que le mythe est un savoir confus, formé d'associations molles et limitées. Le mythe, poursuit Barthes, est une condensation informe, instable, nébuleuse, dont l'unité et la cohérence tiennent surtout à la fonction. Puis c'est précisément ça que les 35 essayistes des mythologies québécoises sont allés chercher, la fonction du mythe de Véro, la fonction du mythe du Tim Hortons, du Stade olympique. Comment ces mythes-là sont instrumentalisés par un certain pouvoir. Et là, Camille le disait bien, en fait, le mythe est une parole dépolitisée. Puis moi, ça, c'est une de mes phrases préférées des mythologies. Barthes écrit que le mythe est politique dans sa défection même aux politiques. Ce qui veut dire? Ce qui veut dire que le mythe apparaît neutre, il apparaît comme un allant de soi, comme quelque chose d'apolitique, alors que si on creuse, on va voir que derrière ça, il y a toutes sortes d'idées politique. Donc, Barthes part à l'enquête des récits, des discours, des idées qui génèrent les mythes pour montrer comment ces mythes sont solidaires de l'idéologie dominante. Donc, la méthode sémiologique est au service d'une critique idéologique. Parce que chez Barthes, l'idéologie, c'est pas un concept, c'est pas quelque chose qui plane dans le ciel des idées. C'est quelque chose qui s'incarne de manière très, très insidieuse dans les objets les plus banals, qui semblent neutres. Si je peux oui, vas-y, Camille. Frappé, par exemple, si je prends l'exemple de Véro, quelque chose qui m'intéressait par rapport à Barthes, c'est qu'il dit que le mythe ne nie pas les choses. Et si je peux donner un exemple, Véronique Cloutier et son mari ont fait une série qui s'appelait Véro Inc., où elle assumait ce côté marque, ce côté lié à la consommation. Donc, ce n'est pas de nier les choses, elle en parle ouvertement, mais en même temps, les innocente. Donc, et je trouve que c'est lié aussi à l'authenticité, parce qu'en se dévoilant, quoi de plus authentique que de se dévoiler et de dévoiler, en fait, nos travers, de dévoiler. Donc, je trouvais qu'il y avait quelque chose d'intéressant, là, avec ce que Barthes dit du mythe, justement, que ce n'est pas de les cacher, on les dévoile, mais on les innocente par le fait même, on les rend naturels, on les fait passer. Donc voilà. Sauf que l'idéologie derrière les mythes, est-ce qu'elle est parfois... on dit qu'elles sont instrumentalisées, ou en tout cas, ce que vous dites, c'est que ils sont pas anodines, elles sont pas... mais se peut-il parfois que ces mythologies-là, ce sens-là, ou en fait, cette idéologie-là, ben c'est la personne qui va l'analyser, qui envoie une intention réelle qui était peut-être pas... Exactement. Puis en fait... Je sais pas si je m'exprime bien. Oui, tout à fait. En fait, il est quand même encore tôt. Il y a lorsqu'on enregistre, puis moi qui fais des jeûnes intermittents, j'ai pas mangé encore. Fait que des fois, je suis un peu... OK, bon. Donc, Vous voulez que je me dévoile, hein? Oui, c'est bon pour moi. Parfait, dévoile-toi. Pour ma mythologie. On en fasse un mythe. Non. Bon, donc, en fait, Barthes attribue un rôle, accorde un rôle de révélation, de clairvoyance aux mythologues. Donc, il faut révéler notre aliénation. Puis, il pose la question, en fait, il se pose la question dans ce texte-là, il se demande, est-ce que le mythe est forcément de droite?
Oui. Hein? Il ne nie pas qu'il y a des mythes à gauche, mais il écrit, statistiquement, le mythe est à droite. Là, il est essentiel, bien nourri, luisant, expansif, bavard, il s'invente sans cesse. Donc, le mythe serait de droite, et puis le rôle du mythologue, c'est d'aller à la recherche de ces mythes-là, d'aller les découvrir. Donc oui, c'est une bonne question. C'est une bonne question que vous posez, Fred. Puis, en fait, ce qu'il dit, là, c'est que le réel est recouvert de mythes et que notre monde est médiatisé par des mythes. Donc, une sorte d'épaisseur. Puis, c'est plus ou moins la définition de l'aliénation, finalement. Donc, le mythe nous prive, le mythe nous vole quelque chose, il dérobe une part du réel. Puis là, l'idée avec la mythologie, c'est d'aller redonner cette part-là. Bon, c'est peut-être un rôle un petit peu... c'est peut-être de donner un rôle un peu important. Je sais pas si les mythologies québécoises arrivent à nous sortir de l'aliénation, mais si on peut le faire un petit peu, tant mieux. Oui. Ouais. Si je peux ajouter, je pense que si le rôle de la personne qui analyse le mythe, c'est de faire en sorte qu'il y ait quelque chose d'unifié, comme un système qui ne se pense peut-être pas comme système à la base, et mais qui fait système quand on se met à l'analyser. Donc, c'est ça. Donc, ce que vous dites, c'est que c'est peut-être pas conscient, le mythe n'est peut-être pas fait, mais dès qu'on se met à l'analyser, je pense qu'on peut en faire un système. Et c'est la beauté de l'exercice aussi, de déconstruire les mythes. Peut-être qu'on force des fois un peu la chose, mais c'est quand même un exercice intéressant. Non, en fait, je vais laisser les lecteurs et les lectrices le juger parce que j'espère avoir donné le goût aux gens d'aller lire Mythologie québécoise. Est-ce que ça serait possible, Sarah-Louise Pelletier-Morin, qu'il y ait un autre recueil de mythologie éventuellement? Parce qu'évidemment, ce recueil-là n'a pas la prétention de couvrir tout l'horizon des possibles de la mythologie québécoise, mais oui, pour avoir un autre recueil éventuellement. J'aimerais ça, puis il y a déjà des gens qui m'ont écrit, en fait, pour me dire, est-ce qu'il va y en avoir un deuxième? Moi, j'aimerais ça écrire dedans. Oui, tout à fait. On y pense, peut-être. Peut-être que je me prêterai éventuellement. Oui, Fred, je pense que vous seriez très bon à cet exercice-là. Je sais pas. Hélène aussi. Oui. Sarah-Louise Pelletier-Morin, merci vraiment de nous avoir parlé de mythologie québécoise et de Roland. Et nous avons toute la famille est là. Et nous avons le petit Miville qui est descendu au sous-sol. Très impressionné. Miville, est-ce que tu dis bonjour? Mon Dieu, je pensais pas... Camille Gascon, je pensais pas qu'on allait faire ça. Amener, nous qui ne mettons pas de photos de Miville sur les médias sociaux. Véronique, je pense que ça prendrait une petite photo, là, sur les réseaux. Oui, toi aussi tu trouves. Bon, allez, merci. Merci beaucoup, Fred, pour l'invitation. Merci. De toute façon, Sarah-Louise, je vais faire comme avec Jean-Marc Limoges. On va peut-être se revoir avec une chronique de Sarah-Louise. J'aimerais beaucoup ça. On va en discuter, mais je pense que vous avez un très beau sous-sol, un très beau Miville. Puis un bel espace médiatique avec le balado. Merci. Merci. Alors, je l'avais dit en introduction, nouveauté, nouvelle chroniqueuse. Bonjour, Marie-Gabrielle. Salut, Fred Savard. Marie-Gabrielle Ménard, qu'on vous a peut-être entendu peut-être. Oui, peut-être. À la radio de Radio-Canada, au Manitoba, c'est ça? Entre autres. Pas juste ça. Vous avez fait des chroniques aussi. Et là, vous m'avez proposé une chronique sur les arts visuels et j'ai fait oui. Quelle bonne idée, parce qu'on m'a déjà écrit l'an dernier. On trouvait que on parle pas beaucoup des arts visuels à la radio, entre autres. L'un des arguments qu'on nous sert, c'est que les arts visuels, par définition, c'est visuel. Donc, non, on peut pas en parler à l'oral. Voilà. Alors, on s'est dit, wow, on est capable d'en parler. Et là, vous m'avez proposé, moi, j'aimerais ça parler des arts visuels. Parlez-nous de vous un peu. Ouais. Votre background, d'où vous venez. Vous avez étudié en danse? Exactement. Donc, formation en danse. J'ai dansé professionnellement quelques années. C'est un peu de là où je parle, Fred, parce que je suis pas une historienne de l'art. Non. Je suis pas une commissaire d'exposition. Non. Par contre, c'est ce qui m'interpelle des arts visuels, c'est l'utilisation de l'espace. Oui. Parce que là, on va parler de peinture, de photographie, de sculpture ou d'installation, et c'est d'ailleurs ça qui va nous intéresser aujourd'hui. Oui. Mais, et nous aussi, nous comme regardeurs, c'est le mot qu'on va utiliser parce qu'on n'est pas spectateur, on n'est pas nécessairement auditeur, téléspectateur encore moins. On est regardeur. Oui. Alors, nous aussi, notre corps s'installe dans la dite installation, mettons. Alors, il y a un rapport entre une œuvre, objet physique, mais métaphysique aussi, et nous. Wow. Très intéressant. Et là, on va parler de l'installation Sumarnot. On salue notre Islandais. Oui, voilà. Je vais vous laisser la présenter. En fait, vous allez être meilleur que moi. Oui, en fait, c'est un artiste islandais. C'est une superstar. Il s'appelle Ragnar Kjartansson. Oui. Il y en a qui ont déjà entendu ce nom parce que le Musée d'art contemporain de Montréal a présenté une œuvre très,
très forte. Il y a quelques années, on est en 2016, une œuvre qui avait d'abord été présentée dans les grands musées du monde, notamment à New York, et The Guardian, ce quotidien britannique, avait décrite The Visitors, cette œuvre-là de cet artiste, comme l'œuvre la plus géniale du 21e siècle. Rien de moins. C'est fort. Ben oui. Oui, bon. Il demeure pas moins que c'est vrai que ça a fait le buzz lorsque ça a été présenté à Montréal. Et là, eh bien, nouvelle installation de ce même artiste au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Vous avez le temps en masse. Ça vient d'ouvrir et ce sera présenté jusqu'en janvier. Alors vraiment, trouvez-vous l'espace pour peut-être s'approcher de cette œuvre-là. On va en parler, Fred, puis ce sera, j'annonce mes couleurs, là, une lettre d'amour à cette installation-là. Mais d'abord, petit crochet. Il y a une publication qui m'a interpellée et c'est drôle parce que je la lisais juste avant d'aller voir cette œuvre-là et parfois la théorie là, rejoint la pratique. Émilie Perrault. Ben oui, ma collègue voilà. à cette année-là. Il y a beaucoup de chroniqueurs, chroniqueuses culturelles. Émilie Perrault, c'est pas une chroniqueuse culturelle, c'est une journaliste en art et culture. Pour moi, il y a une distinction à faire. C'est une femme qui fouille la pratique, qui fouille aussi la façon dont on s'approche, dont on, entre guillemets, consomme la culture. C'est un terme qui est souvent discuté. Oui. Moi, des fois, je trouve qu'on est beaucoup là-dedans et son émission Faire œuvre utile. Bon, cette idée-là, un peu de... Je dirais pas de rapport marchand avec l'œuvre, avec les arts, mais que ça doit nous servir à quelque chose. Eh bien là, elle en rajoute une couche, Émilie, avec cette nouvelle publication qui s'appelle « Service essentiel ». C'est publié aux éditions Cardinal. En fait, c'est pas elle qui l'a inventé, mais depuis quelques années, on s'intéresse dans différents pays à ce qu'on pourrait appeler un carnet culturel. Là, on parle de passeport vaccinal depuis longtemps. Il y a le carnet de santé. C'est un peu ça sa prémisse. Si les arts et la culture étaient, je reviens à ce mot, essentiels à notre santé. Oui, ça, c'est intéressant. C'est intéressant sous deux perspectives. Un, ce que ça fait, ce que ça opère comme effet chez le, je reviens avec ce mot, regardeur, et ce que ça coûte à une société. Alors, le livre est truffé de chiffres. On n'alourdira pas ça pour là, mais il faut s'y pencher. Il y a des scientifiques qui ont pris part à cet ouvrage-là, des chercheurs, des historiens, des artistes eux-mêmes. Il y a un concept qu'elle apporte qui est vraiment intéressant, qui s'appelle l'effet miroir au niveau des neurones. En neurosciences, ça fait des années qu'on étudie ça. Lorsqu'on s'approche d'une œuvre, elle pourrait opérer chez nous les mêmes effets que ce que suggère l'œuvre. Là, ça a l'air bien conceptuel, la patente, là. Mais on l'a vu, avec les réseaux sociaux, il y a eu une grosse vague de unboxing. On regardait des gens développer des choses. Tout à fait. On avait l'impression que c'était nous qui développions ces petites choses. L'effet miroir. Bien, il y a quelque chose qui fonctionne comme ça lorsqu'on s'approche d'une œuvre d'art. C'est pas du tout dans l'intellect. Là. Ça se passe par transfert d'émotions, par circuit neural. Il y a vraiment quelque chose d'intéressant. OK, je referme cette grande parenthèse, mais pour les intéressés, service essentiel. Cela dit, il y a des cas de gens qui ont perdu connaissance dans des endroits, à Florence, entre autres, submergés par la beauté des œuvres d'art. Là. C'est documenté. Là. C'est documenté, c'est chiffré. Et en tout cas, pour les politiciens à l'écoute, ils sont nombreux, Fred, n'est-ce pas? Oui. Il y a des économies à faire. Ah, voilà. En matière de santé, notamment. C'est intéressant, c'est intéressant. Donc, je suis là-dedans et je me dirige vers le Musée des Beaux-Arts de Montréal pour aller à la rencontre de cette fameuse œuvre qui est ni plus ni moins qu'une installation vidéo immersive. OK? Donc, on sera appelés, nous, regardeurs, à s'installer au centre d'une installation qui est composée de 7 écrans. Et pas complètement surdimensionné, puis c'est important, Fred. Des écrans qui sont à peu près, je sais pas, d'une hauteur de 6 pieds, quelque chose comme ça. Alors, c'est encore un peu à échelle humaine. On n'est pas chez IMAX, là. Non. Et pour la suite, je pense qu'on va s'offrir un extrait parce que déjà, ça va nous mettre, ça va nous diriger à quelque part. OK.
Alors, qu'est-ce qu'on entend, là? Ce qu'on vient d'entendre, c'est l'œuvre. Bon, Oui. c'est une œuvre audiovisuelle. Alors, certes, on n'aura pas les images à l'appui là, pour le biais de la chronique, mais c'est essentiellement la rencontre de 2 couples de jumeaux. L'artiste islandais Ragnar Kjartansson s'intéresse aux clichés. C'est au cœur d'à peu près toutes ses œuvres. Et il en est à ce point curieux. Je trouve ça intéressant parce que le cliché, on dirait que c'est l'antithèse des arts. En voulant dire, on veut tellement s'éloigner de ça. Lui, il embrasse ça. Alors, ce qu'il a fait, c'est qu'il a réuni, je reviens avec ça, donc 2 couples de jumeaux, en prenant un peu comme prémisse que c'est donc spécial à être jumeaux. On rappelle qu'il y a déjà eu une parade de jumeaux au Festival Juste pour rire. Oui. On les salue. On les salue. Ce qu'il nous propose, en fait, c'est une expérience de 77 minutes où nous, on est placé au centre de cet écran. Tout ce qui va se passer, c'est tout et rien en même temps. Ces 2 couples sont séparés. Hommes-femmes sont pairés et de façon un peu... ce qui pourrait s'apparenter à une sonde. Dans l'espace, ces 2 couples vont nous encercler de façon parfaitement symétrique. Oui, il y a peut-être le rapport au fait d'être jumeaux là-dedans, mais il y a l'effet miroir aussi qui est intéressant. Ce que ça crée, c'est une tension sculpturale. Nos yeux sont jamais capables de voir les 2 couples en même temps. C'est impossible parce que quand on en a un en face, on présume qu'on a l'autre couple dans le dos. L'œuvre, elle s'intéresse essentiellement, de par son titre, on s'en rend compte, là, Death is Elsewhere, la mort est ailleurs, aux relations amour-mort, relations humaines. C'est pas tant ça. Ce qui est au cœur de l'œuvre, c'est notre capacité à nous à accueillir le peu, le lent et surtout le répétitif. Parce que c'est un mantra. Ce qu'on vient d'entendre, on en a entendu quelques secondes. On l'a presque tout entendu. Mais ça dure 77 minutes. L'œuvre est filmée au pied, bon, pas exactement au pied, là, mais bon, dans cette région du volcan Laki, on est dans le sud de l'Islande. C'est un volcan historique. D'ailleurs, là, je sais qu'on parle pas de littérature ensemble, Fred. On a le droit, on peut tout faire ici. OK, les curieux vont mettre la main sur les volcans, le climat et la Révolution française. C'est signé Roland Robartin et Philippe Ratier. En fait... Ça, c'est un tableau? Non. Là, ça, c'est un essai. parce que le fameux volcan Laki, et c'est là où l'œuvre est filmée de Kjartansson, a fait éruption en 1783, en fait, entre juin 83, on est en 1700, et février 1784. Ouais. Ce serait la prémisse à la Révolution française. Ben voyons! Parce que ce volcan-là a eu de telles conséquences météorologiques que les agriculteurs en France, à ce moment-là, vraiment, de peine et de misère, sont plus capables. Parce qu'il y a eu une espèce de couvert de poussière, de micro-poussière qui a joué sur la luminosité du soleil. Tout ça pour dire que... là, c'est multicouche, là, mais les phénomènes météo, les lieux physiques, géographiques, peuvent engendrer, des mouvements sociaux, mais aussi des œuvres, évidemment, parce que les œuvres sont aussi témoins d'une époque. Alors que cette œuvre-là soit filmée dans cet espace qui a aussi été un point tournant, d'une certaine façon, en Occident. Il y a une couche intéressante et il y a quelqu'un d'autre qui l'a fait de si belle, pas juste une personne, mais de si belle façon. Ceux et celles qui ont vu le Maria Chapdelaine, signé Sébastien Pilote, là, qui a pris l'affiche récemment. Qui est encore en salle. Exactement. C'est pas tant l'histoire là, avec laquelle je voudrais faire un parallèle, mais Michel Lavaux est le directeur photo sur ce projet-là. Michel Lavaux a fait un travail phénoménal de recherche. Il faut savoir qu'un directeur photo, ce n'est pas qu'un caméraman avec un ego. Non. Et un iPhone pour choisir la bonne lentille. Exactement. Alors, ça choisit, les cadres, les mouvements de caméra, mais surtout les choix en lien avec la lumière. Les éclairages, mais la lumière, point. Et Michel Lavaux s'est beaucoup imprégné d'œuvres aussi du début du 20e siècle, des œuvres picturales, de la peinture, parce qu'on travaillait les couleurs ocre, les couleurs dorées, bruns, de façon assez harmonieuse, mettons, et il a voulu transcender ça un peu, s'assurer que ça transparaisse à l'écran. Encore une fois, c'est pas l'idée tant d'un effet de réel, c'est que nous, regardeurs, dans ce cas-ci, cinéphiles, eh bien, on soit baignés, immergés dans une proposition artistique. Donc là, on n'est plus juste dans le 2D. Donc là, lui, s'est inspiré
des tableaux d'Ozzy Arseduc? Entre autres. C'est fou, ça. Ben voilà. Et Donc, il y a un lien multicouche avec le passé québécois. Parce que le mariage Chapdelaine, c'est un grand classique. Et là, on a un peintre qui est un peintre important. Qui a fait école, absolument. Voilà. Et là, on peut revenir presque au discours d'Émilie Perrault, là. C'est comme faire confiance aussi qu'une création qui a traversé le temps. Oui. Et là, entendez-moi bien, là, les nouvelles créations qui font le buzz sont pas non dignes d'intérêt. C'est pas ça du tout. Mais celles qui vont traverser le temps, les époques, on peut ajouter comme créateur contemporain à ça. Pas le principe de la chaîne de lettres, là, c'est un peu quétaine de le présenter ainsi, mais il y a quelque chose de l'ordre de la chaîne où là, on ajoute un maillon au truc et je veux dire, personne n'invente rien, là, c'est un peu, c'est assez, tout le monde se réclame de ça. Et tant mieux si on nomme les références. Pourquoi pas? Alors, de savoir, là, on a fait plein de petits chemins de travers, mais de savoir que l'œuvre de Carstensen a un lien avec les bousculements en Occident, aussi loin que la Révolution française, c'est pas important qu'on le sache quand on va voir l'œuvre, mais si on le sait et que s'il y a quelque chose qui nous interpelle là, à go, on fait des liens. Voilà. Ce qui, moi, en tout cas, m'a plu, il y a toutes sortes de façons de s'approcher d'une œuvre. Il y en a qui, évidemment, étaient avec moi, c'est un hasard, là, dans la salle, et qui sont restés 77 minutes. D'autres qui sont restés 2 minutes, 30 secondes, qui sont partis. D'autres sont revenus. Ce qui est chouette, je pense, et tant mieux si on peut commencer à bousculer ces codes-là de l'art visuel, c'est que les œuvres, on en fait bien ce qu'on veut. Oui, et ça, c'est intéressant, Marie-Gabrielle, parce que souvent, j'avoue, moi-même, en tant que regardant, j'ai l'impression de manquer de cadre théorique pour bien apprécier une œuvre. Et un peu, c'est Pierre Bayard, je pense, qui a écrit un livre là-dessus sur comment parler des livres qu'on n'a jamais lus, où il introduisait l'idée qu'un roman, un livre, on peut l'arrêter jusqu'à la fin. On peut l'arrêter à la fin, on peut arrêter avant, puis c'est pas grave. C'est notre droit le plus légitime. Voilà. Et dans les arts visuels, souvent, moi, je réagis fort des fois. Des fois, je suis comme, mais voyons, qu'est-ce que c'est ça? Puis j'ai l'impression que c'est pas la bonne réaction. Fait que je me dis, OK, j'ai pas ce qu'il faut et je m'en détourne un peu, alors que c'est pas une... On est tous légitimes. Réjoui au moment où je suis allée. J'ai vu de tout, Fred. J'ai vu un dude qui s'est couché au sol et qui a fait une sieste. Et je suis convaincue qu'il a tout absorbé de l'œuvre. Lui, là, son droit, c'était de se poser, de laisser rentrer l'œuvre. En fait, il s'est un peu foutu du visuel, visiblement. Il a siesté. Tout à fait. Mais il a eu accès à cet univers sonore. Là, on l'a entendu, et c'est pas que la qualité du son est piètre, là. On est en stéréo. Si on décide, et il y en a qui ont pris cette décision-là, de suivre les couples de jumeaux en marchant comme ça, en les accompagnant, eh bien, on se rend compte que chacun des écrans est accompagné de 3 micros. Ce qu'on entend, c'est l'herbe comme ça qui est secouée. On est en Islande, on est au sud de l'Islande où le volcan, Lika a déjà fait éruption. Il y a quelque chose qui réfère au temps aussi. Bref, donc j'ai vu des gens marcher avec les artistes. J'ai vu un gars siester. J'ai vu des gens justement rester quelques secondes seulement et tout ça est valable. Et je pense que là, on est rendu là. Il y a eu évidemment... attendez, vous dites qu'on est rendu là, c'est-à-dire que avant, c'était moins possible? Je pense qu'il est temps de faire un réel pied de nez à ces institutions muséales, et c'est pas eux là, qui nécessairement imposent des dogmes, non. Mais il y a encore une pudeur du regardeur à se dire, moi là, je l'ai payé mon billet d'entrée, et je peux et je veux consommer les œuvres comme je l'entends. Et comme cette journée-là, on est disposé à le faire. Vous l'avez dit, avec un livre, on le pose, on y revient peut-être un mois plus tard. Cette œuvre-là, elle fonctionne parce qu'elle est fondamentalement humaine. Là, ça a l'air cliché, là, mais ça s'adresse à nos connexions. Il y a quelque chose... Le mantra fait en sorte qu'il y en... Elles sont plus nécessaires, les clés du savant qui comprend l'œuvre. Cet artiste-là, Carstensen, se joue des codes de la culture pop. Là. Oui, il trippe sur l'époque rococo, où là, tout le travail de la lumière, des couleurs est super importante. Il trippe sur Cardi B, puis Will Ferrell, parce que pour lui, tout ça s'inscrit dans un même espace. Il y a quelque chose... La répétition fait en sorte aussi que si jamais
Puis c'est pas grave si c'est pas le cas. Ouais. Mais si on est disposé à rester longtemps dans cette œuvre-là, on va s'offrir le cadeau. Il peut être confortable ou pas. Ça, c'est pas grave. Ouais. Mais on va s'offrir le cadeau de ressentir un changement qui va s'opérer en nous. Parce que quand ça fait 57 minutes et l'œuvre en dure 77, qu'on entend les 4 mêmes phrases, je vous jure, Fred, qu'on les entend différemment à un moment donné. Il y a quelque chose où on se dit « Wow! » Il y a de l'espace qui s'est créé en moi. Puis si je reviens à la publication d'Émilie Perrault, ce qu'elle plaide, en fait, c'est cet espace-là pour qu'on soit, nous, humains, là, transformés aussi peu soit-il possible, mais au contact d'une création. Il y a quelque chose d'intéressant dans la proposition. J'avoue. Wow! Je suis bouche bée. Bon, pas sûr que j'ai donné le goût à Fred nécessairement. Si je peux en rajouter une couche. Je tiens à dire qu'aujourd'hui, et là, c'est tout à fait un hasard, mais j'ai prévu d'aller au musée pour une autre raison, pour une autre exposition, pour une autre émission, c'est-à-dire cette année-là, et je vais aller voir. Vous allez faire le détour. Et j'ai hâte de voir combien de temps. Oui. Là, il y a des amateurs de musique peut-être parmi nous. Oui. J'en suis un. Un couple de jumeaux est composé de 2 frères qui travaillent avec le groupe américain The National. Ah, mon Dieu! Bon, ben ça y est. Eux autres sont intenses. Eux autres s'ouvrent la poitrine et ils regardent et fouillent à l'intérieur. Ah oui. C'est sûr que ça... Bon, hein, déjà, je sais pas, ça brosse une couleur. Oui. On aime, on n'aime pas. C'est pas très important dans la proposition, mais c'est un son, en tout cas, qui déjà va peut-être être un indicateur pour ceux qui nous connaissent, qui écoutent, en fait, ce segment-là. L'œuvre, elle est peut-être pas accessible pour tout le monde, ne serait-ce que par l'occasion géographique, là. Elle est à Montréal. Oui, en ce moment. Oui, je pensais que tu parlais de Nationals. Ouais. Non. Ou pas. C'est ton choix. Mais si jamais vous êtes curieux de ce travail-là, puis de vivre l'expérience... Je reviens au début de la chronique. Il y a une œuvre qui a été présentée il y a quelques années, elle a presque 10 ans maintenant. Elle est disponible en intégralité sur YouTube. Elle est facile à trouver. Puis j'ai comme un peu envie de vous laisser sur cette méditation où on va s'offrir The Visitors, cette œuvre qui a été créée aussi par Ragnar Kjartansson. Et elle est trouvable sur YouTube, 52 minutes. C'est un beau projet aussi. On a réuni près d'une dizaine d'artistes dans un manoir là, dans l'État de New York. On les a installés chacun dans une pièce différente. Ils ont joué simultanément la même pièce. Ils se voyaient pas. Donc, le seul lien de connexion, c'était les écouteurs, un peu comme s'ils avaient été en studio d'enregistrement, mais c'est une espèce d'orchestre qu'on a démembré. Mais finalement, des fois, là, c'est drôle parce que je parle d'art visuel, mais des fois, sans le visuel à l'appui, ça permet d'autres connexions. Et là, vous êtes un homme de radio, alors vous savez ce que ça peut provoquer comme effet. C'est un peu ça aussi avec Death is Elsewhere. Si vous y allez, fermez les yeux à un moment donné. Laissez rentrer cette patente-là. Elle va opérer quelque chose chez vous. Et là, ça va être au musée jusqu'en janvier. On a le temps. Donc, on a le temps. Et même les gens qui sont pas à Montréal, ça peut être une raison de venir à Montréal. Absolument. Différente que d'aller magasiner sur Saint-Denis. Bien que les gens font plus ça depuis le 10-30. Il n'y a plus de stationnement. Alors, c'est pas possible. Et parfois, il n'y a même plus de magasins. Oui. Puis là, je serais curieuse. On verra éventuellement. Si vous y allez, vous, Fred, moi, bon, évidemment, j'ai payé mon billet. Je suis entrée au musée et j'étais... C'est la chose que j'allais voir. Mais bon, ça dure 77 minutes. J'aurais eu le temps de faire autre chose. J'étais incapable de laisser quoi que ce soit d'autre entrer à moi après ça. Alors, je suis repartie à pied. Et depuis plusieurs jours, cette œuvre me regagne. Vous habitez? Par moments. Oui, m'obsède, en fait. Wow! Ouais. Alors, on va se quitter avec The National. Oui, en fait, l'œuvre de Visitors, et il y a plusieurs membres de National qui ont été invités à travailler sur ce projet. C'est une œuvre audiovisuelle de Ragnar Kjartansson. C'est pas l'œuvre qui est présentée en ce moment au Musée des Beaux-Arts. C'est celle d'il y a 10 ans. Et de toute façon, on va mettre toutes les références sur la page Facebook. Vous êtes organisé. Le balado de Fred Savard, c'est pas n'importe quoi. Non, c'est pas n'importe quoi. Marie-Gabrielle Ménard, merci. La glace est brisée. Je pense qu'on tient quelque chose. Un rendez-vous... et peut-être parler de danse contemporaine éventuellement. Les arts vivants, c'est pas mal mon alphabet. Ouais, mais ceux-là, on en parle moins, puis j'aime bien que la balado aille dans ces endroits-là, pour qu'on laisse les autres parler de théâtre et de ces arts, l'opéra, ces arts de notre époque, un peu. Puis je sais que les gens réagissent. Vous avez créé une communauté, Fred, alors
tant mieux si ceux et celles qui iront vont vouloir peut-être ajouter à cette réflexion. Parce que c'est pas une chronique, c'est une réflexion à voix haute avec 2 micros. Là, mais bon, il reste que l'idée, c'est quand même d'échanger. Alors, tant mieux si ça permet ça. Alors, on va aller écouter Visitors de Ragnar Kjartansson. Marie-Gabrielle Ménard, merci. On a déjà hâte de vous réentendre. Salut, Fred. Once again, I fall into my family way. Once again, I fall into my family way. You protect the world from me. As if I'm the only one who's cruel.